Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur votre émission. C'est le rendez-vous hebdomadaire d'échange autour d'un ouvrage. On reçoit son auteur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui déchaîne beaucoup de passion et qui a fait résurgence depuis, ma foi, les années 2010. On l'avait déjà vu au devant de l'actualité en Afrique autour des années 60 avec les premiers gouvernants qui ont pris la tête des pays africains. Cette fois-ci, ce sont les jeunes de nouvelle génération qui portent le débat. C'est la question du franc CFA. Faut-il continuer à le maintenir ou faut-il justement le supprimer? C'est d'ailleurs le sujet évoqué par Oldat Maman dans son ouvrage dont on va parler en cette fin de matinée, Abolition du franc CFA, la renaissance du panafricanisme. On a notre auteur donc sur ce plateau, Madame Oldat Maman, bonjour. Bonjour Tanguy Agoy. Bienvenue merci, sur mon plateau. Merci de me faire l'honneur de passer par ici pour qu'on parle de cet ouvrage là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, c'est une question qui suscite beaucoup de passion, beaucoup d'émotions, beaucoup de parfois même de frustration à la limite ressortie, regurgitée. On a l'impression que depuis 1960 à nos jours, qu'on n'a pas eu le temps de prendre la distance et de discuter sincèrement du sujet entre nous d'abord. Absolument. Alors, vous avez soulevé un point important, à savoir le cloisonnement de la question du franc CFA et le fait que cette question était réservée à une certaine élite finalement. Alors des intellectuels, la plupart appartenant au camp des économistes, qui finalement s'arrogeaient un certain monopole de la question du franc CFA au nom de sa technicité justement. Et c'est cette technicité qui rebutait un peu la population, qui l'éloignait un peu de sa capacité à comprendre les enjeux autour du franc CFA. Et c'est justement ce qu'a essayé de retourner finalement la mobilisation qui a été portée par le Front anti-CFA entre les années 2017 et globalement 2020, même si l'action n'est pas morte, mais elle est clairement en sommeil. Nous allons voir par la suite pourquoi. Mais justement, alors eux, ils militaient en faveur justement d'un décloisonnement de la question du franc CFA, alors c'est-à-dire d'une appropriation par les masses finalement de cette problématique. Et donc on s'est finalement placé sur sur des points clés, certains piliers du discours pour pouvoir, disons, rendre plus accessible le débat et la problématique sur le franc CFA. On a changé de stratégie plutôt que par le haut au début des années 60. On veut passer maintenant par les bas. On veut passer par le bas, tout à fait, parce qu'on avait des élites finalement qui parlaient entre elles, qui parlaient lors de forums, lors de congrès internationaux, mais finalement qui étaient relégués à la fin des congrès, qu'on n'écoutait pas vraiment. Finalement, c'était une question qui n'était pas maîtrisée vraiment par la base. Alors justement, ce qu'a voulu faire ce front anti-CFA, c'est de libéraliser la question. Et ce qui était particulier à un moment donné, c'est qu'on a vu même une alliance finalement entre ces intellectuels-là et puis les activistes, donc notamment Kémy Séba, Nathalie Yan, mais bien d'autres, qui depuis longtemps font partie d'associations, de milieux finalement activistes, militants dans plusieurs comme ça pays de la sous-région et qui se sont comme ça rassemblés sous une même bannière pour comme ça porter la question du franc CFA. Du peuple vers le haut afin de faire pression sur les dirigeants pour que la question finalement de son abolition devienne une priorité. Est-ce que justement cette façon de faire, cette stratégie n'a pas, je dois dire, des risques, ne présente pas des risques? On est là en face d'une stratégie du renversement de la table, ça va être un peu brutal, non, pour des pays dont les économies sont déjà fragiles, dont les économies sont précaires et difficiles à gérer. Alors vous avez raison sur le point de la temporalité, parce que vous avez grosso modo des intellectuels qui eux se situent sur le temps long. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pose les bases, il faut qu'on pose le débat, il faut que l'on s'assure que certaines conditions soient réunies afin de transiter vers une nouvelle monnaie, vers une nouvelle identité monétaire. Et vous avez d'autre part les activistes qui brandissent l'urgence, c'est-à-dire que c'est maintenant, ça doit changer parce que c'est un affront à notre honneur, c'est un affront à notre dignité en tant qu'Africains, c'est un affront même à la notion de souveraineté dont on se drape. Alors il y a l'idée que tant que ce CFA existe, il n'y a pas de réelle souveraineté, c'est un assujettissement finalement monétaire et qui est le pendant finalement d'un assujettissement, d'une infériorité, d'une domination finalement politique. Donc justement cette question de la temporalité est au cœur finalement de la dynamique de la mobilisation
qui a été, on a vu des actions fortes de la part du Front anti-CFA, et qui a été également problématique dans le résultat que ça a donné. Parce que vous avez eu des chefs d'État qui se sont retrouvés bousculés finalement. Bousculés dans leur agenda. Il y avait la masse en bas qui demandait que ça change, qui demandait des réformes. D'un côté, ça leur a donné le pouvoir, ça leur a donné vraiment des ressorts, le levier, l'énergie, la possibilité de pouvoir mettre l'écho sur la table. De l'autre, finalement, on se rend compte, alors c'est quelque chose que je développe dans le livre, on se rend compte que la réforme, en tout cas la réforme qui est de façon consensuelle, cosmétique, c'est-à-dire que même un rapport de l'Assemblée nationale du Parlement français a conclu, a qualifié la réforme du franc CFA de réforme cosmétique. Donc c'est assez rare pour souligner que à la fois le Front anti-CFA et les élus français quand même se retrouvent sur cette analyse finalement. Donc finalement c'est une réformette qui était là pour apaiser finalement l'opinion publique et pour aussi sortir la France d'une certaine image, parce qu'on sait qu'elle avait été rattrapée par son voisin italien qui avait profité de se saisir de cette question-là pour finalement ça faire objet de campagne. Oui, voilà, voilà, face à la question des gilets jaunes, et il s'agissait de régler des comptes politiques entre la Ligue et puis l'Alliance à l'époque était à la tête du pouvoir en Italie, et puis le pouvoir français sur la question des migrants. Donc vous voyez que Giorgia Meloni l'a sorti récemment également pour embêter Macron, parce que là aussi il y avait des problèmes quant à l'accueil d'un bateau de réfugiés. Donc vous voyez, c'est un peu ça. Donc d'un côté, à Paris, on en a assez qu'on nous jette ça au nez, qu'on nous envoie ça au visage pour nous faire mal sur la scène internationale. De l'autre côté, ici, les dirigeants africains, ils en ont marre que leur base les titille sur cette question du franc CFA, donc il fallait sortir quelque chose. Le problème, c'est que ça a été sorti dans la précipitation. Ça a été sorti dans l'urgence, ça a répondu à une colère, ça a répondu à une urgence, ça a répondu tout à fait légitime par ailleurs, absolument légitime. Néanmoins, est-ce que ça fait plus de mal que de bien? On va se demander, on va se poser la question tout à l'heure et on va y répondre. J'ai l'impression, c'est un constat que je fais, vous avez dressé votre bilan à vous autres, j'ai l'impression que cette question, dès qu'on l'évoque, elle n'a que 5 ans maxi pour rester au devant de la scène, puis après elle s'essouffle. Après les années 60, avec Sékou Touré peut-être à Guinée-Conakry, ou bien peut-être le Togolais, premier président de cette époque, ou le Ghanéen, etc. On a l'impression que juste après 5 ans, la question s'est essoufflée et puis on est passé à autre chose. C'est la même chose qu'on remarque depuis, ma foi, 2018-2019, où déjà ça a commencé à s'estomper. Et puis le Parlement français qui a pris aussi cette mesure pour contourner un peu la pression. Alors oui, vous soulevez quelque chose d'important, c'est-à-dire que finalement dans la sphère politique, on a une attention limitée aux problèmes. Il y a une concurrence entre les problèmes politiques. On est dans des pays en développement où tout est urgent. Finalement, c'est vrai, on brandit certaines priorités, mais dans le fond, tout est urgent. On a des défis sanitaires, on a des défis en termes d'égalité de genre, on a des défis de sécurité aujourd'hui. Et donc à cela s'ajoute la question monétaire. Donc finalement, vous avez un ensemble de défis, vous avez l'attention du public qui est limitée, qui est écartelée finalement entre toutes ces priorités-là. Donc finalement, que choisir? Donc il y a des fenêtres d'opportunités comme ça qui peuvent s'ouvrir pour certains problèmes qui peuvent comme ça remporter la compétition dans l'espace public pour attirer l'attention, la politisation du problème. Donc c'est ce qu'a réussi à faire le Front anti-franc CFA sur la question du CFA à un moment donné. Donc cette fenêtre finalement elle s'est ouverte avec la destruction du billet de 5 000 francs CFA par Kémy Séba en août 2017 à Dakar, et puis finalement 2019. Et cette annonce du remplacement du franc CFA par l'éco par les présidents Ouattara et Macron, c'était à Abidjan en décembre 2019. Donc vous avez eu finalement cette fenêtre-là, on a cru que le problème était réglé, ça aussi ça a mis un frein à la mobilisation, mais mais pourquoi est-ce que ça va, ça vient comme un serpent de mer, sans jamais sortir complètement la tête de l'eau. Mais ça va, ça vient parce que, encore une fois, l'attention du public est limitée et que, en réalité, les décideurs politiques n'avaient pas envie
de mettre ça sur la table. Ils avaient d'autres priorités. Ils ont été bousculés. Donc, en forme de réponse aux attentes du public, ils nous ont brandi la question de l'éco, qui est un rêve panafricain. Un rêve panafricain qui était dans les tiroirs de la CEDEAO depuis sa fondation en 1975. Donc, finalement, ça éblouit en fait, ça éblouit la population, ça éblouit les panafricanistes. Ils se sont dit, on y est arrivé. Le problème, c'est que le Covid est passé par là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a brandi le Covid à la fois comme une raison et une excuse pour reporter comme ça la question de la réforme du franc CFA et de la mise en œuvre de l'éco, parce que les conditions posées notamment par le Nigeria, c'était le respect du pacte de stabilité. Donc on avait certaines conditions, à savoir la limitation de l'inflation à 10%, du déficit intérieur à 3% et puis de la dette à 70%. Finalement, avant la pandémie de Covid-19, il n'y avait que le Togo qui remplissait les exigences du Nigeria. Et puis il y a eu une question politique, parce que au-delà des critères de convergence, Mouhamadou Bouhari a tapé du poing sur la table à un moment donné en janvier, et il a accusé Alassane Ouattara de vouloir provoquer la dislocation de la CEDEAO, parce que le président nigérian qui est parti, qui a affirmé que le lancement par Ouattara et le président Macron en décembre 2019 de l'éco était unilatéral et qu'elle trahissait l'esprit même de l'éco. Donc finalement, ce qu'il a dit, c'est que, en somme, c'est que l'UEMOA s'est accaparé la question de l'éco, alors que c'était un projet de la CEDEAO. Finalement, ce que les activistes dénoncent, c'est que on a pris l'éco de la CEDEAO, un éco panafricain, pour maquiller le franc CFA et en fait se ranger du côté de la France. Et parce qu'on a conservé cet arrimage à l'euro, on a abandonné ce qui hérissait les poils des militants, à savoir les représentants français, conseil d'administration de la BCAO, quoique ils peuvent toujours y siéger. Ils sont moins fréquents, mais ils peuvent toujours y siéger, donc c'est pas tout à fait une victoire. On a abandonné excusez-moi également, le dépôt des 50% des réserves de change. Mais finalement, on se dit que tout ça, ce n'est que symbolique, puisque vous avez quand même cet arrimage à l'euro qui demeure et qui ne peut pas contenter le Nigeria. Donc vous avez comme ça une polarisation finalement de la CEDEAO entre à la fois le pôle Abidjan-Yamoussoukro, donc finalement le pôle francophone, et le pôle nigérian, qui lui veut une rupture nette en réalité avec la France. Alors vous avez dit dans votre livre, c'est une question qui suscite beaucoup de débats, surtout politiques. Il y a donc des incursions politiques sur le sujet. On ne devrait pas s'en étonner, non? La question de monnaie, c'est d'abord une question de politique. Oui, c'est une question de politique, vous faites bien de le dire, parce que justement, c'est sur ce levier-là qu'a agi réellement le Front anti-CFA, parce que la technicisation de la question par les intellectuels, en particulier les économistes, finalement l'éloignait de la population. Alors que dans une démocratie, on le sait, pour qu'il y ait un réel contrôle citoyen sur les questions de politique publique, il faut quand même, ça va avec éducation. Démocratie va avec éducation de la masse. Il faut que la masse s'éduque, il faut que la masse s'approprie ces questions-là. Donc finalement, ce qu'arrivait ici à faire le Front anti-CFA, c'est de faire glisser finalement la question de la monnaie du plan technique finalement au plan politique. Parce que sur le plan politique, il est beaucoup plus éruptif en réalité. Il y a davantage la capacité de mobiliser en réalité les passions, de mobiliser les foules et de faire pression sur les décideurs politiques. Et c'est plus facile également de faire descendre le débat à un niveau que tout le monde peut comprendre, et comme ça d'utiliser des éléments de langage, de diffuser comme ça dans l'espace public des éléments de langage que tout le monde peut comprendre et que tout le monde peut s'approprier, parce que c'était leur défi. Leur défi que les émigrants, que la bonne dame, que tout le monde puisse savoir ce que c'est que le franc CFA, ce que c'est que la monnaie et pourquoi ça pose problème, en des termes simples et en des points clés. Alors, après toutes ces années de lutte, est-ce que la seule avancée, doit-on dire, se limite à la popularisation du sujet, comme récemment, ou quel bilan doit-on dresser de cette longue marche?
Je pense que la réelle avancée, c'est au niveau de la popularisation de la question du franc CFA, puisque clairement, la sortie des présidents Ouattara et Macron a porté un coup d'arrêt à la mobilisation parce qu'à un moment donné, on a cru qu'on avait gagné. On a cru qu'on a gagné alors que c'était une réforme cosmétique. Encore une fois, c'est un consensus de le dire. C'était une réforme cosmétique et aussi le frein qu'a posé le Nigeria à un moment donné. Donc on s'est dit, là, ce sont aux décideurs politiques de choisir finalement. Est-ce que l'on reste arrimé à l'euro? Est-ce que l'on reste finalement dans des liens avec l'ancienne puissance coloniale? Mais aujourd'hui, ça n'est plus seulement ça, parce qu'avec l'arrivée de l'euro, finalement, le franc CFA fait partie quelque part de la zone euro, sur un plan technique. Et soit, eh bien, on ose une rupture nette, finalement, et on s'arrime au moteur qu'est le Nigeria, finalement. Donc, vous avez eu à un moment donné ces mises en garde sévères de la part de Mouhamadou Bouhari qui sont quand même exceptionnelles parce qu'on analyse un peu la sociologie du monsieur. C'est un militaire, c'est quelqu'un quand même qui a de la réserve, qui a de la retenue. Donc les mots forts qu'il a utilisés à un moment donné, je pense qu'ils ont fait peur. Ils ont fait peur et puis il y a eu à un moment donné aussi, je vous ai parlé de cette question de concurrence entre problèmes publics. Donc on a eu la question du franc CFA qui a absorbé comme ça les attentions, mais à un moment donné le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé et puis on s'est dit mais il faut un pacte de convergence. Mais le pacte de convergence, comment le mettre en œuvre dans un contexte de crise alors qu'on a commencé à laisser filer les déficits publics pour pouvoir répondre à cette crise sanitaire sur le plan économique notamment, parce qu'il fallait y répondre, il fallait décaisser des montants pour la riposte sanitaire. Donc finalement, il y a eu comme ça d'autres problèmes qui ont réussi finalement à enterrer un peu, à effacer des attentions la question du franc CFA. Et encore une fois, il y a eu comme ça un peu de temps avant que les gens aient eu un court répit avec l'adoption de l'éco par l'UMOA, un court répit avant de se rendre compte que finalement c'était une réformette. Alors vous êtes complètement déçu quand on lit le livre par rapport justement à ces mouvements qui ont eu cours, qui se sont tenus ça et là un peu dans les capitales africaines, même si elles n'ont pas vraiment embrasé toute l'Afrique. Faut-il être vraiment déçu aujourd'hui de la lutte qui est menée? C'est une lutte de longue haleine. C'est une lutte de longue haleine et puis je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs. Est-ce que je suis déçue? C'est-à-dire que j'essaie d'aborder la chose, la question sur un plan objectif et analytique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti encore du franc CFA aujourd'hui et que le débat qui avait été ouvert, malheureusement, il est fermé aujourd'hui, il est en sommeil. Il a réussi à être mis en sommeil par cette OPA finalement, par cette préemption de la question de l'éco de la CEDEAO par le couple Macron-Ouattara. Donc finalement, cette préemption de la question de l'éco, finalement, a un peu, pas tué le rêve, mais a apporté un franc coup d'arrêt à la dynamique. Donc finalement, le réel succès, c'est l'appropriation par les masses de la question du franc CFA, et ça, c'est pas petit. C'est pas négligeable, donc il faut s'en réjouir, c'est quelque chose qu'il faut célébrer, c'est quelque chose dont il faut continuer à parler. Mais depuis le coup d'arrêt porté par décembre 2019 et les réticences du Nigeria, on n'a pas su finalement surmonter ça. La mobilisation s'est arrêtée, il y a eu le Covid-19, donc finalement, ça n'est pas que je suis défaitiste, mais j'essaie d'aborder les choses de façon, de façon réfléchie, sans émotion. Donc ça n'est pas une victoire en soi, parce que si on voulait l'abolition du franc CFA, on ne l'a pas obtenu. On ne l'a pas obtenu. Finalement, finalement, ça fait la question de l'éco-Macron, comme on l'appelle, finalement a donné un effet soporifique finalement sur l'attention du public. Donc voilà, il y a une tension aujourd'hui. On ne sait même pas si l'éco qui doit être encore adopté par chaque parlement finalement de l'UMOA, s'il s'agit de l'éco UMOA éco-Macron, s'il s'agit de l'éco CEDEAO. La question n'est pas claire. Et puis le renvoi comme ça de l'adoption de l'éco au niveau de la CEDEAO à 2027, c'est comme lorsque on
on envoie la balle au gardien pour qu'il la dégage comme ça, vous savez, sur le terrain, c'est un peu au calendrier, quoi. C'est sans... on a l'impression qu'il n'y a pas réellement de bornes, d'horizon réel. On a l'impression qu'on a juste balancé le problème comme une patate chaude parce qu'on a autre chose à faire, parce qu'on ne veut pas s'embrouiller avec ces questions-là, parce que ça les embête, quoi. C'est pas la priorité. Voilà. Est-ce que justement, vu que vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'urgences en Afrique, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin de routes, on a besoin déjà de manger 3 fois par jour. Et on a besoin de rattraper les autres sur la question de l'intelligence artificielle, par exemple. Donc tout est important. Tout est important. Trop de choses qui nous attendent. Est-ce que ça ne fait pas qu'il faut renvoyer justement la question de l'éco à d'autres dates et s'occuper de ce qui doit nous permettre de survivre d'abord? Parce que quelque part, la question de l'éco, quoi qu'on dise, enfin, du franc CFA, quoi qu'on dise, a quand même un aspect égo et un aspect émotion. Ça a certainement un aspect émotion dont il faut se départir. Et là, c'est une forme de critique finalement à cette renaissance du panafricanisme qui a permis la question du franc CFA, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'incantation. De nous rappeler le nom des pères fondateurs, de Lumumba, de Sankara, de Modibo Keïta, etc., etc. Je pense qu'il faut sortir de là. Il faut aller approfondir un peu ses connaissances. Qu'est-ce que c'est que le panafricanisme? Aller lire un peu les Fanon, aller lire un peu les Malcolm X, aller lire un peu les Du Bois aussi, qui ont mûri la question. Et ça nous permettra d'éviter les pièges au futur, parce que c'est ce manque de profondeur historique aussi qui a piégé un peu les acteurs du franc CFA en leur faisant croire finalement que la question de l'éco comme ça, mise en branle en décembre 2019, avait été un succès. Si les esprits étaient mieux aguerris, si les esprits étaient mieux armés, s'ils étaient davantage musclés par une profondeur, par réellement une réflexion sur la question du panafricanisme, ils auraient tout de suite vu qu'il y avait entourloupe, tout de suite vu qu'il y avait torpillage, et je pense que la mobilisation aurait pu continuer. Ma question revient, est-ce qu'il faut tout de suite en parler ou attendre d'en parler après? Le problème, Tanguy Agoy, c'est que ça n'est pas, le franc CFA, c'est pas juste un nom finalement. C'est pas juste quelques lettres sur les billets de banque. C'est aussi une structure économique. C'est aussi une monnaie qui est trop forte pour nos économies nationales. Donc qui ne reflète pas la réelle dynamique de nos économies nationales. Donc finalement, c'est un facteur aussi macroéconomique. Et ça, c'est quelque chose que l'économiste Kakono Bukpo ne cesse de dire sur différents plateaux, dans les congrès qu'il organise. Il ne cesse de l'affirmer. C'est un facteur d'appauvrissement de l'Afrique qui n'est pas adapté aujourd'hui à nos économies. C'est une monnaie beaucoup trop forte. Donc en réalité, ça n'est pas comme ça quelque chose d'abstrait, ça n'est pas une posture finalement de demander de sortir du franc CFA. Comme on l'a dit, il y a plusieurs aspects. On a glissé sur le plan politique pour finalement booster la mobilisation. Néanmoins, il y a un réel débat sur le plan économique, à savoir sur l'adaptabilité, sur la pertinence du franc CFA, sur nos économies ici en Afrique. Donc finalement, c'est une question extrêmement pratique aussi, hein, donc qui encourage les importations et qui décourage, qui fait peser quand même sur l'économie la question des importations, parce que c'est une monnaie trop forte, on a du mal à acheter finalement les produits que nous produisons, et c'est plus facile d'importer finalement. Donc on a comme ça, et du coup c'est aussi en conséquence cette dichotomie qui aussi nourrit la réflexion autour de l'asservissement politique. Parce que lorsque vous êtes obligé d'importer, ça nourrit aussi une économie extérieure, ça nourrit les partenaires économiques extérieurs. Ça, oui. Donc l'idée que si l'on encourage finalement cette monnaie-là, c'est aussi dans le sens et dans les intérêts de l'autre. Et donc là, vous rejoignez aussi la rhétorique politique. Vous avez des espoirs par rapport à 2027 ? 2027, comme je l'ai dit, je pense on a juste dégagé le ballon loin des filets. La lutte semble s'en contenter pour l'instant. On n'a pas l'impression que cela les dérange ou qu'ils comprennent grand-chose
à ce qui a été décidé. Je pense qu'ils ont compris à un moment donné, ils ont bien compris. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un essoufflement du mouvement qui est traçable, hein, qui est dû à diverses choses. Hein. On a eu un des moteurs de la mobilisation, l'organisation Urgence panafricaniste notamment, qui a voulu se recentrer sur des questions de gouvernance. Donc il a fallu aussi ne pas être limité à cette question du franc CFA là, pour des questions aussi d'organisation, pour des questions de crédibilité en tant qu'organisation, parce que, écoutez, si vous vous basez sur la question du franc CFA, si d'un coup la bulle éclate, qu'est-ce que vous devenez, quoi? Quelle est votre identité? Qu'est-ce qui vous porte vraiment en tant qu'association? Il y a aussi, parce que c'était un mariage, un alliage un peu contre nature, et donc, en conséquence, il n'a pas vraiment tenu entre intellectuels et activistes au sein du front anti-CFA. Donc c'était quelque chose assez exceptionnel, mais il y avait des tensions entre les deux groupes, et finalement ça a éclaté. On a un Kako Nogubuko qui a soutenu Kémy Séba dans un premier temps, lorsqu'il a été arrêté à Dakar, et puis finalement aujourd'hui, ce sont des gens déjà qui ne se parlaient pas, qui s'ignoraient, qui se méprisaient, disons-le, et qui aujourd'hui finalement s'ignorent aussi. Et on est revenu un peu au point de départ finalement. Donc finalement cette dynamique-là qui leur avait réussi, parce que chacun, les uns ils ont accès à la rue, les autres ils ont accès à certains espaces, et lorsqu'on se rencontre on peut finalement fusionner nos forces, on peut fusionner les espaces d'influence finalement, et se renvoyer la balle, et là aussi ça nuit à la dynamique. Donc on a un essoufflement général du mouvement. Sur la question de 2027, je vous ai dit, j'y crois pas. Pour moi, c'est une patate chaude qu'on a juste dégagée. On s'en est débarrassé. Je pense que on n'est pas prêt là d'avoir. Si on s'en tient à la ligne du Nigeria, qui est les critères de convergence, intransigeant sur les critères de convergence, on n'y est pas du tout. Parce que après le Covid-19, on a eu la guerre en Ukraine, et les conséquences que ça a encore aggravé ce que la crise de Covid-19 a produit sur le terrain économique, l'augmentation, l'inflation, l'augmentation des denrées de base. Donc vous avez aussi là un stress sur les finances publiques. Donc certainement soit encore une excuse, soit une raison concrète, une raison tout à fait factuelle. Encore une fois, je m'attends à ce qu'on la brandisse pour, encore une fois, dégager ça à plus loin. Mais, on n'est pas à l'abri d'une prise de conscience, on n'est pas à l'abri de certains changements en termes de gouvernance. Il y a des élections qui peuvent avoir lieu, il y a des forces politiques. Oui, voilà, l'échiquier politique peut bouger sur différentes scènes nationales proéminentes au niveau de la CEDEAO. Donc on peut avoir aussi un souffle nouveau qui peut être apporté au front anti-CFA, qui peut changer de nom, qui peut se constituer autrement. Donc tout n'est pas perdu, je ne suis pas pessimiste, mais il faut avouer que ça a été préempté. Huldat Maman, on est arrivé au thème de cette émission. Un mot pour finir? Un mot pour finir, d'ailleurs merci à vous d'abord de me recevoir, parce que c'est une question importante, et puis mise en sommeil malheureusement, mais c'est bien qu'elle ressurgisse et qu'elle soit, qu'on se l'approprie encore une fois dans le débat public, parce qu'elle appartient à tout le monde. La monnaie c'est quelque chose que tout le monde a dans son porte-monnaie, que tout le monde peut et doit s'approprier, et c'est comme ça qu'on va avancer en tant que démocratie. En tant que démocratie, c'est-à-dire que le peuple est souverain. Vraiment, pour être souverain, il faut être au fait de certaines questions. Il ne faut pas les laisser aux élites, parce que c'est aussi un facteur finalement un facteur d'éloignement entre la base et le haut. Et le contrôle de bonne gouvernance qu'on appelle, c'est-à-dire cette reddition de comptes justement, il faut aussi que la population soit armée pour exercer le contrôle nécessaire à la reddition de comptes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache de quoi on parle. Tant qu'on ne sait pas de quoi ils parlent là-bas, vous ne pouvez pas les contrôler ce qu'ils font. Donc c'est absolument nécessaire. Huldat Maman, merci beaucoup. Merci à vous, Tanguy Agoy. Du courage à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Vous passez un excellent week-end.